débute l'émission dans la bonne humeur. Fidèles téléspectateurs, bonjour, bienvenue. Vous allez découvrir tout à l'heure. Voilà ceux qui me faisaient rire au plateau. Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 17 septembre 2020. Bienvenue dans votre émission d'information. Aujourd'hui, jeudi, Abbas Issaka, le directeur de publication du journal Le Mania Libéré, et Eladj Tchaboré Bouraïma, le patron du journal Le Messager, sont avec nous. Ils sont de très bonne humeur aujourd'hui. Tchaboré, bonjour. Ah oui, Anita, il faut toujours être de très bonne humeur parce que on ne sait jamais. On ne sait jamais. Il le faut. C'est vrai, il y a des difficultés. Même parfois, il faut quand même faire semblant. Il faut lâcher prise et prendre le bon côté de la vie. Parce que la vie n'est pas que toujours des mauvaises surprises. Il faut quand même s'attendre et se dire qu'il y a quelque chose de bon, fonder un espoir pour demain. Donc, on vit sur l'espoir. Merci de m'avoir Merci Anita, et puis merci. Laisse-moi saluer les téléspectateurs parce oui, que surtout la dame là qui vous suit qui régulièrement. Actuellement, même elle est déjà branchée parce que en venant, avant même que je n'entre au studio, c'est elle qui m'a envoyé le message. Ah, aujourd'hui c'est jeudi, j'ai dit oui aussi, que je serai branché sur E47. Donc merci à toi et coucou à toi, belle dame. Eh bien, Abbas, bonjour. Bonjour Anita. Bonne humeur partagée. Je ne sais pas, je dois voir clair dans ça après l'émission. Ouais, après l'émission, à la troisième étape, vous devez me dire ce qui vous fait tant sourire aujourd'hui. On salue tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent en ce moment. Eh bien, nous allons commencer avec la sensibilisation sur la Covid-19. Nous irons d'abord à l'Assemblée nationale. On reviendra à la conférence de presse hebdomadaire du comité de riposte. On parlera également dans cette émission civisme avec Abbas Issaka. Et on va terminer avec la politique sur le fameux problème du prophète Isaïe, un problème que Tchaboré a abordé dans son journal. Eh bien, sensibilisation sur le coronavirus. Tchaboré, aujourd'hui, nous sommes à 40 décès. Le nombre de cas actifs est de 338. Oui. C'est toujours inquiétant. Mais les gens pensent toujours que la maladie n'existe pas. C'est toujours certaines personnes disent que c'est déjà fini, Covid-19. Oui, Covid-19 n'est pas fini. Et je pense que avoir le résultat que vous venez de donner tout à l'heure, 40 décès et plus de 1500 et quelques contaminations. Et les cas actifs sont à 338. Je pense qu'il faut continuer la sensibilisation et continuer toujours par s'inquiéter. Et comme je l'ai toujours dit, je pense que nous sommes en train d'aller au pire. Je l'ai toujours dit, quand je parle, les gens pensent que j'exagère. Je n'exagère pas parce que, vu ce qui se passe au sein de la population, vu les comportements que la population adopte par rapport au refus même de se soumettre à un certain nombre de règles, c'est inquiétant et je dis il faudrait s'attendre au pire. Heureusement que les sensibilisations continuent. Heureusement que le gouvernement continue par prendre les dispositions. Et ça, j'insiste là-dessus. Je dis, le gouvernement n'a pas abdiqué. C'est sur ce plateau qu'on a eu à discuter avec une dame. Je me rappelle, vous avez reçu une dame qui disait que si c'était encore nécessaire de continuer par répéter les mêmes choses. Mais nous avons vu que le gouvernement continue également, en dépit de tout, par attirer l'attention de nos populations. Et moi, je pense que c'est ça qui est bon. À partir du moment où la maladie existe, il ne faudrait pas abdiquer. La maladie est là, ça continue par tuer. Et il va falloir que nous continuions également par sensibiliser la population, par parler à la population. Et nous avons vu que depuis un certain temps, à travers nos émissions, à travers ce qui est fait, il y a beaucoup de gens qui sont en train quand même de se mettre au travail pour rassembler, disons, pour prendre d'assaut beaucoup de contrées sur toute l'étendue du territoire national. C'est ça qui est intéressant. Cela va sans dire que ce que nous faisons ici et nos appels ont été certainement entendus. Nos appels ont été certainement entendus, Abbas, mais
de l'autre côté, on voit certaines personnes qui continuent par vivre normalement. Quand vous faites un tour au niveau des feux tricolores, vous verrez de ces conducteurs de taxi-moto et de taxi de transport en commun là, qui sont toujours en conflit avec la force spéciale anti-Covid. Oui, bon, moi j'ai l'impression que les gens croient que la maladie c'est pour les autres. Si aujourd'hui l'État met les moyens et décide de faire les tests à plus du nombre qu'on est en train de faire actuellement, vous allez voir que ce nombre dont dit 1700 et quelques cas contaminés, c'est petit. Ça peut aller même jusqu'à 5000. Si l'État dit que je vais faire par jour, il va faire 10 000, vous allez voir que les cas de contamination seront plus élevés. Parce qu'actuellement, là, nous tous, nous sommes des malades, des malades en sursis. C'est celui qu'on n'a pas détecté qui n'est pas malade. Si on te détecte, c'est tout comme c'est un voleur, le voleur qu'on n'a pas arrêté, qui n'est pas voleur. Donc, aujourd'hui, au lieu de prendre conscience de ça, que la maladie existe, les gens sont en train de dire que non, il n'y a pas de maladie et que d'ailleurs même c'est fini, la maladie est terminée. D'autres disent que c'est Salomé qui a la maladie. Alors que pendant ce temps, on est en train de nous annoncer, chaque jour que Dieu fait, les cas de contamination qui sont en train de grimper et les cas confirmés qui sont en train de grimper, les décès également qu'on est en train de noter aujourd'hui. Ça a commencé avec 0 décès, 1 décès. Aujourd'hui, nous sommes à 40 décès. Dans une seule semaine, on a enregistré plusieurs décès. On a enregistré plusieurs décès dans une seule semaine. Et aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de douter pour dire que non, cette maladie-là n'existe pas. Donc, je me dis que ces gens-là, c'est un peu de l'inconscience. C'est un peu de l'inconscience. Que ces malades, ces personnes n'ont qu'à voir si c'est un de leurs parents qui prend ça aujourd'hui et la manière dont la personne va souffrir. Je ne sais pas, ils vont dire que la maladie-là n'existe pas. Donc, il faudrait qu'on prenne conscience de tout ce qui se passe. L'État met tout en œuvre pour que, au moins, cette maladie-là, on puisse la maîtriser. Et depuis que le gouvernement a commencé par prendre des décisions, des dispositions et autres, on voit qu'on est en train de maîtriser la maladie par rapport aux autres pays qui nous entourent. Aujourd'hui, si on dit qu'il n'y a pas de maladie, pourquoi l'État essaie encore de proroger l'état d'urgence? Justement, on va parler tout à l'heure avec l'intervention de la présidente de l'Assemblée nationale. On n'invente pas. Personne n'invente cette maladie. Elle est là. Ce n'est pas au Togo seulement, c'est dans tout le monde entier. Même si on dit qu'il faut apprendre à vivre avec cette maladie, il faut aussi respecter les mesures barrières. Ce que le gouvernement dit de respecter, on n'a qu'à le faire. Au lieu de rester là, faire croire que non, que la maladie c'est pour les autres, ce n'est pas pour les autres, ou bien la maladie. L'enfer c'est toujours pour les autres. Ça dit quelque chose d'important. Moi je voudrais qu'on revienne là-dessus. Par rapport au fait que l'État n'a pas encore eu les moyens de faire des tests de façon massive. Si aujourd'hui, effectivement, c'est par manque de moyens, si aujourd'hui l'État décide de faire des tests grandioses, vous allez voir qu'on va aller au-delà des 1000. Il y a des gens, et c'est en cela les spécialistes parlent des personnes asymptomatiques. Il y a des gens qui portent le virus, mais qui ne font pas la maladie, mais qui transmettent la maladie. Il y a des gens, il faut que la population écoute, il faut que la population comprenne que parmi ceux-là qu'on voit, qui sont apparemment des personnes saines, elles peuvent également porter le virus. C'est ça. Et j'ai comme l'impression que... Et les docteurs l'ont expliqué ici sur ce plateau que c'est dangereux avec les personnes asymptomatiques. Asymptomatiques, c'est dangereux. Tu vois la personne normale alors qu'elle porte le virus et peut facilement la transmettre. Et c'est elle qui transmet même plus. À plus de personnes. Parce que si on voit quelqu'un déjà qui est malade, on sait qu'il est malade, au moins on peut quand même contenir la personne et maintenant alerter les services compétents. Maintenant, quelqu'un qui n'est pas malade, que vous voyez apparemment bien portant et qui se retrouve malade, donc vous comprenez que la personne peut transmettre aux personnes. Et j'ai comme l'impression que les gens ne suivent pas les nouvelles. Les gens ne s'informent pas. Bon, c'est vrai, on peut peut-être comprendre que dans nos pays, il y a beaucoup, un pourcentage élevé d'analphabètes. Les gens ne suivent pas les informations. Ces informations passent en langue nationale. Oui, justement, il y a de cela 3-4 jours, si vous avez suivi, le professeur Raoult, qui a fait parler de lui, était au Sénat, au niveau de l'Assemblée nationale en France, où il a été interrogé sur ce virus. Et c'est ce qu'il a toujours dit. Il a dit ce que les gens pensent, que le virus est là. Il ne faut pas que les gens pensent que le virus n'existe pas. Il est là. Maintenant, quitte
à nous de prendre les dispositions. Et ces dispositions, il est revenu là-dessus. Il faudrait laver les mains. Et ce sont des dispositions qui sont contenues dans tout ce que le gouvernement et les personnes, les spécialistes nous ont demandé de faire. Il faut se laver régulièrement les mains. Barrières, se laver régulièrement les mains. C'est l'essentiel. Ils insistent sur ça. Maintenant, l'effort qui est fait, et nous insistons là-dessus, pour que, en langue nationale, que les gens puissent également s'informer, avoir l'information. L'effort qui est fait par le gouvernement, il faudrait le saluer. Je pense qu'aujourd'hui, sur toute l'étendue du territoire, il y a des émissions qui se font pour expliquer à la population ce qu'il en est. Nous demandons au gouvernement de continuer dans ce sens et même d'accentuer. C'est vrai qu'il y a des émissions qui se font sur toute l'étendue du territoire national. Mais au même moment, quand vous quittez Lomé ou bien quand vous quittez les grandes villes, on vous dit que Corona n'est pas ici. Non, c'est ça. Ces personnes-là n'ont pas accès aux médias ou quoi? Oui, je pense qu'il va falloir peut-être voir ce qui est fait par rapport à la mise en place de ces stratégies de communication, surtout dans nos langues. Il va falloir voir. Même moi, je sais, par rapport aux informations que j'ai, je sais que sur toute l'étendue du territoire, il y a quand même des émissions qui se font. Maintenant, il faudrait accentuer ça. Nous sommes là. Nous, en tant que journalistes, nous sommes là pour ça. Il y a des spécialistes également de la santé qui sont là pour ça. Nous, on aurait bien aimé que l'État revoie un peu la stratégie de la communication. Pourquoi? Quitte à nous envoyer même sur le terrain, dans les radios, au niveau des émissions, même dans nos localités où on exprime nos dialectes, qu'on puisse quand même parler avec les spécialistes, qu'on puisse parler à la population. Je pense que ça aussi, ça contribuerait à faire entendre raison à ceux-là qui pensent aujourd'hui qu'il n'y a pas le virus. Donc tout ça... Il ne faut pas oublier les élus locaux, comme vous avez mis... Je l'ai toujours dit, les élus locaux sont en train de faire un travail exceptionnel. Moi, j'ai fait le constat. Maintenant, les députés également, après nos cris de détresse, ils ont commencé... Oui, certains ont commencé par le faire, mais nous pensons que c'est un travail collégial. En plus de ce que je viens de dire, en plus de ce que les élus locaux sont en train de faire, je pense que nous devons ensemble lutter contre cette maladie. C'est vrai, de façon individuelle, nous pouvons le faire, c'est-à-dire qu'en prenant la disposition, mais de façon collégiale, nous pouvons se tenir les mains. Parce qu'on a dit souvent, on le dit, cette maladie, c'est la solidarité. Eh bien, parlant de la sensibilisation sur le coronavirus, la dernière fois, l'Assemblée nationale a voté la prorogation. Oui, avant qu'on aborde la prorogation de l'état d'urgence. Par rapport à la sensibilisation à l'intérieur du pays, je pense que actuellement les choses sont en train d'être faites. Puisque à travers l'OTM, l'OSIWA a accordé un appui à l'OTM qui a conçu les messages en langue locale dans toutes les préfectures de chaque langue. Il a procédé à la distribution même des kits à toutes les radios et associations de la société civile, des ONG de l'intérieur du pays pour transmettre le message, sensibiliser les gens. Donc c'est de Tchévier jusqu'à Dapaon, c'est un cas même. Donc les gens ont reçu et chaque radio, puisqu'on sait que dans chaque localité, il y a même des radios de proximité qui font le travail. Donc, le SIWA a dit que, comme c'est Lomé est un peu sensibilisé, maintenant il faut aller à l'intérieur du pays, parler aux gens dans leur langue locale, dans la langue vernaculaire. Et les pas seulement s'en tenir à EV, Kabylie, français. Donc, toutes les localités où il y a les radios, où on parle Moba, on parle Koutoukoli, on parle Bassar, donc toutes ces radios, même jusqu'à Djarpanga, les gens ont eu ça pour sensibiliser en langue locale ces gens. Je pense que maintenant les gens de l'intérieur vont commencer par prendre conscience et encore par rapport au fait que la ville de Sokodé, Sotouba et Tchamba sont bouclés, les gens vont comprendre que la maladie existe. La maladie existe. La maladie, c'est pas Lomé, la maladie, c'est pour tout le Togo. Non, il faut, Anita, si tu nous permets, laissez, on va aller. Non, vraiment, en fait, nous sommes dans la sensibilisation. Oui, on va s'appuyer, effectivement, par rapport à ce que le confrère vient de dire. Il faut jeter les fleurs à l'Observatoire togolais des médias pour ce travail avec son partenaire. Je pense que le gouvernement doit voir dans ce sens ce qui est en train d'être fait par les organisations de presse et continuer, s'il le faut, voir dans quelle mesure appuyer également les organisations de presse
Parce qu'il y a des initiatives qu'on a. Hein. Ce que je viens de dire tout à l'heure, on peut s'organiser au niveau des organisations de presse, choisir les gens, parce que nous venons de différentes régions, choisir les gens pour aller sur le terrain, organiser des émissions ensemble avec les spécialistes de la santé pour expliquer en vernaculaire ce qui est, qu'est-ce qu'il y a de cette maladie et les mesures qu'il faut prendre. Cela viendra en appui à ce que l'OTM a initié et qui est salutaire. Je pense que si le gouvernement peut soutenir une initiative des organisations de presse autre que l'OTM, dans ce sens, je pense que ça serait une bonne chose. Vous savez, le CONAP avait déjà commencé. Le CONAP a fait un travail exceptionnel, ça il faut le dire. Le CONAP a fait un travail exceptionnel et je pense que ce n'est pas fini. À partir du moment où la maladie est là, on le disait tantôt, il faudrait continuer par sensibiliser les gens. Et nous avons dit qu'au niveau de l'intérieur du pays, dans certaines contrées, il y a manque d'informations. Et ce manque d'informations nécessite quoi? Ça nécessite qu'on parle à nos populations. Vous savez qu'à l'intérieur du pays, plusieurs ne comprennent pas le français, ni l'évé, ni le kabyle. Donc je pense qu'il y a, au sein de nos organisations de presse, nous sommes pluriels. Nous venons de plusieurs contrées et nous comprenons les langues différemment. On peut quand même se servir de cet atout pour aller sensibiliser la population avec les spécialistes de la santé. Et je pense que ça va apporter un plus dans ce que le gouvernement est en train de faire. J'espère que votre cri n'est pas tombé dans les oreilles de sourds et d'ici peu, on va associer la presse à ce travail pour que nous puissions véritablement lutter ensemble contre ce virus-là. Parce qu'il faut le dire, hein, l'ennemi, quand il est invisible, c'est qu'il est vraiment dangereux. Eh bien, prorogation de l'état d'urgence sanitaire. Les élus du peuple ont accordé 6 mois au gouvernement pour gérer la crise sanitaire. Les raisons qui ont poussé les députés à donner ce quitus au gouvernement avec la présidente de l'Assemblée nationale, Tchekan Yawa. D'une part, il s'agit de protéger au mieux nos concitoyens, à commencer par le personnel médical dont je salue ici la bravoure. C'est pourquoi l'Assemblée nationale entend, dans le cadre du débat d'orientation budgétaire, encourager le gouvernement à faire du secteur de la santé une priorité absolue en matière d'équipement, de protection de moyens de transport et d'hospitalisation, quoique nous sachions que beaucoup a été fait dans ce domaine ces derniers mois que nous venons de traverser. À l'entame de cette année, nul ne pouvait imaginer un Togo dans lequel peuvent momentanément être fermées les écoles, les bars, les restaurants, les lieux de prière, les plages, les frontières et j'en passe. Même nos traditions, nos us et coutumes ont été bouleversées. Jamais auparavant, notre pays n'a connu une telle situation. En quelques jours, nos priorités et nos rêves, bref, nos modes de vie ont été fortement perturbés. À l'heure du bilan provisoire, la représentation nationale se satisfait des résultats enregistrés dans la lutte contre l'épidémie. Elle encourage donc et soutient le gouvernement à poursuivre les efforts afin que le Togo puisse continuer à maîtriser la situation sanitaire et à engranger encore de nouvelles victoires. Voilà, Abbas, vous avez suivi les explications de la présidente de l'Assemblée nationale. Certaines personnes, dès que l'annonce était faite, ont dit que c'était pour maintenir le gouvernement actuel. On ne voulait pas renouveler le gouvernement. Mais là, vous avez écouté les explications de la présidente de l'Assemblée nationale. Oui, on vient de le dire tout à l'heure qu'il y a des gens qui disent qu'ils ne croient pas en la maladie, que c'est par rapport au gouvernement. Je ne pense pas que c'est ça la vraie raison, puisque vous avez vu que, je le disais tantôt, quand en mars ça a commencé, on avait un seul mort. Mais le gouvernement a demandé qu'on puisse lui donner le temps de légiférer par ordonnance, parce que la situation devenait un peu compliquée. Et l'Assemblée nationale a donné l'équitus au gouvernement de prendre une ordonnance pour mettre un état d'urgence sanitaire
si le 3 mai, en mars, il y avait un mort et que le gouvernement a pu obtenir pour faire l'état d'urgence sanitaire, et aujourd'hui on est à 40 morts et à plusieurs contaminations, est-ce que ce n'est pas normal que l'État obtienne encore un état d'urgence et une prorogation de l'habilitation à lui faire prendre des décisions pour légiférer? C'est ça que l'Assemblée nationale a vu. Donc, comme les cas augmentent et que la maladie prend de l'ascendance, on ne sait même pas quand est-ce qu'elle va terminer. Bien qu'on ait pris le soin de nous dire de vivre avec la maladie, qu'il y a des gens qui sont là inconscients. Donc, il faudrait que l'Assemblée nationale se décide. C'est pour cela que l'Assemblée nationale a dit, bon, je vous donne le quitus et l'habilitation de prendre des décisions afin de pouvoir proroger. Bon, pour le moment, on n'a pas encore vu les décrets présidentiels par rapport à cette prorogation, puisque... C'est dit qu'on l'aura dans les jours à venir. On l'aura dans les jours, puisque pour le moment, on n'est pas encore dans l'état d'urgence, parce que l'Assemblée nationale a donné le quitus au gouvernement. Donc, il appartient maintenant au gouvernement de prendre un décret pour instituer cet état d'urgence. Ce n'est pas encore fait, donc on attend, puisque les 45 jours qu'on avait ajoutés sont terminés le 15 dernier. Et pour pouvoir accentuer, voir comment évoluer, le gouvernement a dit, bon, nous sollicitons l'habilitation pour qu'on puisse prendre des décisions. Donc aujourd'hui, l'Assemblée nationale a donné son quitus. On attend maintenant comment le gouvernement, quand le gouvernement va prendre le décret pour remettre la prorogation de cet état d'urgence-là en action. Donc pour le moment, on attend le gouvernement. Tchabouré, prorogation de l'état d'urgence pour permettre au gouvernement actuel de continuer. Mais c'était tout à fait normal, à partir du moment où la maladie continue par exister et que les cas continuent par être confirmés. Je pense qu'il était normal que la lutte continue. Je crois que c'est tout aussi simple que ça. Ça voudrait dire que c'est la lutte qui continue. À partir du moment où la maladie n'a pas fini, c'est-à-dire qu'on n'a pas fini d'éradiquer complètement la maladie. Moi, je pense qu'il faudrait voir la réalité en face et donner les moyens au gouvernement. Je pense que la présidente de l'Assemblée nationale a dit quelque chose de très important et moi, je voudrais appuyer là-dessus par rapport au fait que l'Assemblée nationale est là également pour permettre au gouvernement, disons à l'exécutif, de pouvoir avoir les moyens pour doter nos centres de santé des moyens, du matériel adéquat pour lutter contre cette maladie. Et en ce sens, si je me réfère un peu à la conférence de presse du jeudi dernier du comité de la cellule de gestion de la crise, je pense que le coordonnateur, le colonel Djibril, a eu à dire quelque chose de très important par rapport à cette assurance spéciale qui va être accordée au personnel soignant dans cette période. Et déjà, ça fait une bonne annonce pour motiver nos personnels. Il faut le dire, ce sont des gens qui font un travail exceptionnel. Ils sont en première ligne, ils sont sur le front. Beaucoup d'entre eux ont été contaminés, et Dieu merci, certains s'en sont sortis. Et je pense que ce sont des gens qui prennent des risques énormes. Voilà le sens dans lequel moi je dis... J'imagine un peu leur état d'âme, se lever chaque jour matin et savoir que je vais affronter la maladie, affronter les risques. Je pense que c'est une bonne chose. Et l'Assemblée nationale joue parfaitement sa partition. Il faut donner les moyens au gouvernement pour que le gouvernement continue par légiférer pour que l'état d'urgence puisse encore aller. Ces deux lois en fait qui ont été votées l'autre fois, ce que les gens doivent comprendre, c'est-à-dire permettre au gouvernement de prolonger l'état d'urgence et maintenant permettre également au gouvernement de légiférer par ordonnance, c'est-à-dire de prendre des lois par ordonnance. Donc c'est ça que les gens doivent comprendre. C'est vrai, il y a certains qui essaie de simuler ce qui a été fait par rapport à la situation, à la léthargie dans laquelle nous sommes, dans la formation du gouvernement. Cela, je pense... C'est tout ce qui intéresse certaines personnes. Oui, cela, moi, je pense que les gens ne comprennent pas. Abbas a eu à l'expliquer. Actuellement, un décret n'est pas encore sorti pour nous fixer le temps de l'état. Peut-être dans le décret, là, on peut former un gouvernement. Les gens pensent que ça a un lien avec la formation, oui ou non, du gouvernement. Il faudrait que les Togolais comprennent.
Quand on a dit, il dit voilà, et le gouvernement Klassou veut être en place jusqu'à mars 2021, c'est pourquoi non. Certains titres d'articles m'ont fait aussi sourire. Donc ça prouve combien les gens n'ont pas compris quand même le fond. Donc je pense que Abbas, tu sais, c'est un juriste, il a expliqué le truc clairement. Les gens doivent comprendre que même en étant dans cette période, un gouvernement, une autre équipe gouvernementale peut sortir et continuer également par légiférer, par ordonnance, et l'état d'urgence va être continuel. Moi, je pense que c'est ça. Aujourd'hui, ce qui nous importe, je pense que c'est la maladie. Et c'est vrai, vous avez vu tout ce que cela a pu faire par rapport sur notre quotidien. La présidente de l'Assemblée nationale a eu à le dire. Donc, je pense qu'ensemble, nous on doit s'atteler à ça. Il faut donner au gouvernement les moyens de le faire. Ça, voilà, Tchaboré, plusieurs fois sur ce plateau, vous avez souhaité que quelqu'un qui ait fait la maladie puisse témoigner pour que les gens comprennent que la maladie existe réellement. Et là, nous avons quelqu'un qui a eu à témoigner, et ce n'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un du gouvernement. Nous allons suivre le témoignage du ministre Atchadedi et on revient. De temps en temps, il m'est arrivé d'avoir des fractions de secondes de vertige, de quelques fractions de secondes. J'ai même commencé à me poser des questions. Vraiment, le palu là, il est terrible. Ou bien c'est les signes de neuroparie. Et ça a duré 8 jours. Et les soirs, les après-midi, disons un lundi, 8 jours après, lundi, ça doit être le 16 ou le 17, lundi, août. Lundi à 13h30, 14h, j'étais à mon bureau, j'ai senti un froid, j'ai commencé à sentir froid, j'ai éteint la clim. Bon, jusqu'au soir, je ne me sentais pas bien. Je me dis, le palu là, il s'accentue. Mardi, pareil. Mercredi, nous étions à une manifestation où il y avait du monde. Vers 16h, j'ai commencé à avoir sérieusement des vertiges. Comme c'est au sein de la population, je me suis dit, il ne faut pas que je tombe ici. J'étais avec mon collègue, un collègue ministre, et je lui ai demandé de m'accompagner à ma voiture. Et pour marcher de là à ma voiture, j'ai dandiné. J'étais arrivé à ma voiture, je suis rentré directement chez moi. Vers 18h30, moi qui avais froid, maintenant j'ai chaud. Je mets la clim à fond. Malgré ça, je transpirais. Et j'ai demandé à mes garçons, 2 garçons, la clim ne suffisait pas. Il fallait prendre des éventails parce que j'avais besoin d'air. J'avais le vertige intensement, je transpirais et à un moment donné, j'ai commencé à avoir mal au ventre, comme si je sentais la diarrhée. Et ça s'accentuait. Je me suis levé pour aller aux toilettes. J'ai dandiné, on m'a tenu pour arriver aux toilettes. J'ai passé 45 minutes aux toilettes. Et pendant ce temps, on continuait à me ventiler. Je peux dire, heureusement, j'ai pu faire les selles. Et tout d'un coup, après 5 minutes, je me suis senti soulagé. Le vertige est parti. Très bien. Mais je me sentais très, très, très faible. J'étais très faible. Sans ce moment que j'ai eu l'idée, j'ai dit, ok, ce palu s'accentue, ça s'est aggravé. Je vais appeler le coordonnateur, le colonel Djibril. Je l'appelle pour lui dire, depuis plus d'une semaine, je sens un palu. J'aimerais qu'il envoie quelqu'un demain matin pour me faire une goutte épaisse. Mais surtout, j'ai l'impression, je ne sais pas, il faut vérifier, mais il me faut faire un prélèvement, un test de Covid. C'est ainsi que le jeudi matin, il m'a envoyé 2 médecins, ils sont venus me faire le prélèvement. Ils sont partis 8h, 8h30. Je suis parti au bureau, mais je me sentais vraiment très affaibli et j'avais mal. Mais j'ai travaillé jusqu'à 14h30, 15h. Et c'est là que je suis retourné à la maison pour aller me coucher. Le lendemain matin, vendredi, je reçois les résultats. Et c'est là que j'étais avéré qu'effectivement, j'étais infecté par le virus. De temps en temps, il m'est arrivé d'avoir des fractions de secondes de vertige. Voilà, Tchaboré, vous avez suivi, c'est juste une partie, puisque vous avez tant voulu que quelqu'un témoigne et que j'ai eu le témoignage, je voulais faire passer ça dans l'émission pour vous permettre de sensibiliser encore
ceux-là qui disent que la maladie n'existe pas. Vous avez Anita, vu un peu tout ce que le ministre a traversé. Anita, moi je voudrais dire un grand merci. Un grand merci au ministre Atchadidji pour ce courage et pour cette clarté et pour, je dirais, cette initiative de relater exactement la vérité sur ce qui s'est passé. Parce qu'il n'est pas donné à tout le monde. Entre-temps, les gens occultaient, les gens pensaient que la maladie était faite pour les autres et qu'il ne faille même pas se découvrir lorsqu'on est atteint de la maladie. Regardez Atchadidji, de son rang, tout le monde le connaît, il n'est pas n'importe qui, et il a accepté de témoigner. Moi, je ne peux qu'être fier parce que je l'ai demandé ici tantôt qu'il faut que les gens puissent témoigner pour que les populations puissent comprendre également que la maladie existe, comment elle se manifeste et là où ça peut conduire chacun de nous, surtout lorsqu'on ne prend pas des dispositions. Donc moi je dis merci au ministre Atchadidji pour ce témoignage, mais je souhaiterais encore qu'on aille encore plus loin dans les témoignages, qu'on voit quelqu'un qui souffre éventuellement de la Covid couché à l'hôpital. C'est vrai, c'est une image qui est choquante, mais je pense que vu la réticence avec laquelle les populations vivent aujourd'hui, nos populations surtout vivent aujourd'hui, je pense que cela s'avère nécessaire. Et pourquoi pas nous montrer comment on enterre quelqu'un qui est mort de la Covid. Moi je l'ai dit, ça va contribuer énormément à rehausser un peu la conscience des populations pour que chacun puisse se dire, ah attention, il va falloir respecter les conditions, respecter strictement les mesures barrières pour qu'on ne puisse pas quand même attraper cette maladie. Encore une fois, je dis merci au ministre Atchadidji pour ce témoignage et que les gens n'aient pas honte lorsque cela arrive. Il faut que les gens témoignent. C'est la maladie, c'est une maladie. Nous sommes des êtres humains et on est des malades ambulants. N'importe qui peut témoigner. Il y a aux États-Unis, il y a eu des gens qui ont attrapé la maladie, qui ont témoigné. Et en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, le Premier ministre Boris Johnson, lorsqu'il a témoigné, je pense qu'ailleurs, en Côte d'Ivoire, ici, il y avait le Premier ministre également. Non, pas le Premier ministre. Madame Babo. Madame Babo a témoigné. Il y a également le ministre, actuellement, l'actuel Premier ministre qui était ministre de la Défense, qui a également témoigné par rapport à cette maladie. Donc, ce n'est pas une honte. Lorsque les gens sont là, et ils peuvent témoigner pour appeler leurs compatriotes à prendre des mesures. Moi, je pense que cela est une bonne chose. Bravo au ministre et merci au ministre Atchadidji. Abbas, éveil de conscience de la part du ministre? Non, pas éveil de conscience, c'est que lui n'a pas voulu garder silence par rapport à cette maladie. Parce qu'il est l'un de ceux-là qui sensibilisent les gens. Donc si lui-même, il est arrivé à prendre ça, parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est en période d'examen qu'il a pu avoir ça, puisque il allait souvent dans les établissements lorsque les épreuves veulent commencer avec son collègue Bagbieb Taïrou pour encourager les élèves. Et depuis quelque temps, on ne le voit plus. C'est Taïrou Bagbieb seulement qu'on voit, son collègue devant les élèves pour les encourager. Donc, ce qui veut dire que le monsieur n'a pas voulu cacher quelque chose. Donc, dès qu'il est guéri, il a retrouvé sa santé. Parce que quand on a appris ça, moi je me suis dit non. C'est une maladie comme toutes les autres. Le monsieur va se rétablir parce que ça dépend de... Comme il est fort aussi, il a son immunité, son truc immunitaire là qui travaille. Son système immunitaire. Son système immunitaire, puisqu'il n'est pas malade, il n'a pas d'autres maladies, d'autres pathologies comme ça. Ça va passer. Donc ça a passé. Et il a décrit comment il a souffert par rapport à cette maladie. C'est terrible. C'est terrible. Quand il décrit ça, c'est terrible. Et il a répété plusieurs fois que la maladie existe. La maladie existe. Il ne faut pas minimiser cette affaire-là. Donc c'est un éducateur. En tant que ministre de l'Éducation, donc il doit dire que voilà ce que nous avons eu comme maladie. Voilà ce que nous avons traversé pour avoir ça. Et c'est la première fois. Et où il a fait ça où? En pleine conférence de presse, devant les journalistes, avec la coordination.
est-ce que ici, là, les gens vont encore dire que la maladie n'existe pas? Donc celui qui dit ça, On peut dire que c'est un montage. Voilà, On se connaît comme dans au ce Togo ici, là, c'est comme ça, on aime tout politiser. Et c'est le pessimisme C'est là le pessimisme là qui va nous tuer. Voilà, c'est le pessimisme là qui va nous tuer. C'est-à-dire, on ne peut pas banaliser les choses en disant que oh, c'est politique, c'est politique. Quand les gens même sont arrivés à dire que la prorogation de l'état d'urgence était faite pour interdire les manifestations dans notre pays. Est-ce que les manifestations ne se déroulent pas dans d'autres pays? Si quelqu'un veut manifester, on n'a pas interdit. L'État n'a pas sorti une note ou un arrêté pour dire que nous interdisons les manifestations publiques. On n'a pas sorti, mais c'est par rapport à ce qui se passe actuellement qu'on veut sauvegarder, sauver la vie des gens dans le système sanitaire, que on dit à vous de prendre vos dispositions. Les gens ont manifesté ici, non? Ils ont eu le temps de sortir pour manifester seulement. Ils ne peuvent pas manifester comme ça. On a dit de ne pas se regrouper à plus de 15 ou 50 personnes. Mais dans d'autres pays, on manifeste. Donc, on n'a pas interdit. Le problème ne se trouve pas là-bas. Le problème, c'est nous, notre santé, notre comportement. C'est un problème sanitaire qui est totalement différent du problème. Il faut aider les autorités à pouvoir éradiquer ça. Quand les gens ont tenté, même certains responsables ont tenté, mais vous avez vu ce qui s'est passé. Je vais parler de ce qui s'est passé à l'OTR. Il ne faut pas qu'on occulte cette situation. Oui, voilà. Il ne faut pas qu'on occulte cette situation. Mais le commissaire des impôts à Doyi a organisé quelque chose. Nous tous, nous avons vu comment ça s'est passé sur les réseaux sociaux en cette période où ce sont des gens en principe qui devraient apporter leur soutien, aider le chef de l'État, l'exécutif dans ce qu'il est en train de faire. Mais on voit la manière dont cela a été organisé, c'était un peu choquant. Les gens se demandaient, mais si c'est quelqu'un, il faut voir comment les gens ont eu à politiser, ont voulu politiser cette affaire pour dire que voilà, comme c'est un homme du pouvoir, justement c'est pourquoi on l'a laissé organiser de façon grandiose et d'une manière et où nous après avons ça, vu, il y a eu des montages, il y a eu des montages, des photos qui sont passées. Heureusement que on a frappé le point sur la table et nous tous nous avons vu. Donc ce qui voudrait dire que les gens au niveau de l'exécutif prennent le problème au sérieux. Ils veulent quand même protéger cette population. En le faisant, ce n'est pas pour soi-même. L'exécutif, celui qui a pris cette décision, ce n'est pas pour soi-même. Mais c'est pour protéger la population. C'est pour nous protéger, nous autres. Donc, ça doit commencer. Nous devons continuer quand même par aider ces personnes-là qui prennent des décisions pour nous protéger à ce que nous puissions être en bonne santé. Voilà, l'État ne peut pas, rapidement, par plaisir, dire que je prends cette décision-là pour faire du mal à ma population. Alors que ça fait perdre des moyens à l'État. Ça fait perdre des moyens à l'État. Ceux-là qui sont pris en charge, quand vous calculez pour une seule personne, une seule prise en charge, vous allez voir combien ça coûte, des millions. Et aujourd'hui, l'État prend ces dispositions-là pour dire, nous voulons éradiquer. Tant qu'il n'y a pas encore de vaccin, on doit continuer pas à vivre comme ça. Continuons, Abbas, merci. Continuons cette émission avec la une des journaux. Aujourd'hui, nous serons avec le Mania Libéré et le Messager. Abbas, vous vous attaquez une fois encore au marketing réseau. Frédéric, si tu le permets, on va voir la une, non pas le civisme pour l'instant, on voit le grand titre là. Marketing réseau, un système instable et utopique. Les démonstrations d'un député et les témoignages des victimes. Abbas. Ouais, effectivement, quand vous prenez ce système-là, on va venir système, miroiter beaucoup de paradigmes que vous allez gagner dessus, cela. Mais c'est quand vous rentrez dedans que vous allez être dessus. Les gens sont allés là-bas. On leur dit que quand vous posez ceci, c'est que vous allez être riche. À chaque mois, vous allez recevoir ceci. Alors que c'est un système où, quand toi tu viens, tu déposes tes 400 000 francs. Il te faut encore trouver des gens, 4, c'est-à-dire toute une chaîne, tout un réseau, pour déposer les 400 000. Or, si toi, tu ne trouves pas les 400 000 francs, tu ne trouves pas les 4 personnes, c'est que tes 400 000 francs sont déjà grillés. Quelqu'un d'autre a déjà récupéré. Donc, ce qui veut dire, c'est un système qui ne fait que nourrir les capitalistes en haut là. Ceux-là qui ont créé, c'est eux qui bénéficient. Et toi, vous là, on commence par vous appauvrir de plus en plus. Et les gens ne comprennent pas cette situation. Et c'est pour cela que quand nous avons vu, c'est un député qui a fait des démonstrations, Gapara, le député du PDP. Innocent Gapara. Donc, il a fait une démonstration très correcte que nous avons voulu partager avec les populations pour comprendre que ce système-là, c'est de l'arnaque pure et dure, puisqu'on vous dit, on vous promet même
du travail. Mais quand vous arrivez là-bas, c'est en ce moment que vous allez comprendre que ce n'est pas du travail. Il a donné l'exemple de quelqu'un qui a vendu sa moto, alors qu'il faisait des émissions avec ça, une moto qui l'aidait à vivre. Il a vendu ça et finalement, il est devenu pauvre. Parce que peut-être qu'il visait avoir une voiture. Parce oui, il que visait avoir une voiture. Quelques personnes en temps comme ça qui m'ont dit au bout de 2 ans, tu auras ta propre voiture. Moi-même, j'ai été... QNet m'avait approché par rapport à ça. Et c'est un harcèlement, hein, on te fait. Parce que le monsieur qui t'approche, lui, veut t'avoir comme Catherine dans son réseau. Et finalement, quand toi, tu vas déposer, comment toi, tu vas faire pour convaincre les autres, c'est ça. Et quand vous faites ça, en haut, et ils sont en train d'emmagasiner, et c'est ça qui fait que c'est l'argent que vous vous donnez qui est le fruit de leur enrichissement. Et c'est cet argent-là que vous cotisez en haut, ça passe en haut, c'est une pyramide sous forme de pyramide un peu transversale qui permet à l'autre de vivre mieux que vous. Et nous, on continue d'aller dedans parce qu'on est pauvre et parce qu'on ne gagne pas de l'argent facilement. Il faut travailler. Parce que l'argent que toi, tu as pris là, tu pouvais mettre quelque part quelque chose pour 400 investir. 000, 400 000, même si vous vous entendez 400 000, vous êtes 4, vous entendez, vous pouvez ouvrir une entreprise et travailler et gagner de l'argent. Ce système, c'est fait pour dire que vous pouvez avoir... On ne gagne pas facilement l'argent. C'est comme Redema, QNet et autres là qui sont venus pour miroiter du paradis aux gens. Et finalement, vous voyez comment c'est tombé. Tchabouré, oui, c'est le gain facile qui pousse les gens à adhérer à ce genre de choses. C'est comme vous étiez dans mes idées. Je pense que, excusez-moi, le Togolais aime trop les facilités. Ce n'est pas normal que les gens pensent que pour gagner sa vie, il faudrait aller tout simplement déposer 400 000 à quelque part et du jour au lendemain, tu deviens quelqu'un d'aisé, quelqu'un de riche, sans passer nécessairement par le travail, sans souffrir. Mais c'est paradoxal que les gens puissent continuer par avoir cette idée. Moi, je vais faire une comparaison. Je ne sais pas si vous avez vu cet audio-là circuler, cet audio d'un témoignage de quelqu'un qui témoigne avec le FNFI. Ce que le gouvernement a mis en place, il a commencé avec 30 000, il allait prendre, et à chaque fois, il travaille, c'est un soudeur, il paie, et quand les 30 000 francs, il a fini de payer les 30 000 francs, il revient, il va, et on lui accorde encore du crédit. Aujourd'hui, il prend près de 400 000 et quelques, il y a des employés, il y a des apprentis, et aujourd'hui, il vit de ça, sa famille vit de ça. Comment est-ce que quelqu'un peut partir de 30 000 pour arriver là où il peut arriver, et toi tu attends prendre 400 000 francs pour aller investir, alors qu'avec ces 400 000 tu pouvais commencer déjà par investir dans ta propre entreprise. Vous voyez comment les gens ne réfléchissent pas. Excusez-moi, je suis obligé de le dire, parce que je vous assure, si les gens savent qu'il faut souffrir, les gens se disent qu'il faut travailler pour arriver là où on veut arriver, je pense qu'avec 30 000 francs, on peut faire quelque chose. Et avec cela a été prouvé avec le FNFI. Les programmes que le gouvernement a eu à mettre en place dans ce pays, ça a sauvé beaucoup de nos concitoyens. Ça a sauvé beaucoup les populations les plus pauvres. Et aujourd'hui, ça a permis de diminuer la pauvreté dans notre pays. Je pense que les gens doivent réfléchir. Et faisons un tout petit peu d'effort dans ce pays pour réfléchir, s'il vous plaît. Je ne peux pas prendre 100 000 francs pour aller investir ou bien mettre dans ces histoires de jeux, moi j'appelle ça de tombola, attendre de devenir riche, alors qu'avec 100 000 francs, je peux commencer un petit commerce qui va me donner d'ici 1-2 ans des millions. Réfléchissons, chers compatriotes togolais. Les QNet, les quoi, c'est du miroitage. Les gens nous font miroiter, oui, c'est un système instable et utopique. Comment dirais-je, un paradis extra, alors que c'est faux. Il faut absolument souffrir. Mais j'avoue que quand on vient devant vous, on vous présente les choses avec les véhicules. C'est ça que je dis que c'est un truc. Si tu n'es pas fort, il faut aller à Casablanca. C'est tout. Tu arrives devant le matin, c'est le bâtiment que nous avons. Et ils sont bousculés. Et puis, ils n'ont pas peur de Covid. De cette maladie. Ce n'est pas normal. Il faut comprendre que
nous avons besoin de souffrir pour pouvoir gagner notre vie. C'est ça le bâtiment. Là, quand vous arrivez devant ce bâtiment, tout le gouvernement a mis un certain nombre de programmes en place. Faisons un petit effort. Commençons avec le peu pour gagner gros. Commençons avec le peu pour gagner. Mais ne commençons pas par gros pour tomber dans le piège. Parce qu'entre 30 000 et 400 000, je pense que la différence est nette. Ceux qui ont commencé avec 30 000 aujourd'hui, ils sont tombés dans le piège. Ils sont devenus plus pauvres que ceux qui ont commencé avec 30 000. C'est-à-dire ceux qui ont commencé avec 400 000 sont devenus plus pauvres que ceux qui ont commencé avec 30 000, qui sont aujourd'hui devenus plus riches. Je reviens par rapport à ce témoignage de ce soudeur qui a commencé avec 30 000 et aujourd'hui il est avec 400 000 francs et plus de 400 000 francs de crédit. Et sa famille arrive à vivre aisément. Eh bien, Abbas, nous n'avons plus de temps. Quelqu'un même a vendu son champ que son père l'a légué. Il disait qu'il voulait avoir beaucoup d'argent pour aller investir là-bas dans Cunette. Maintenant, ça n'a pas marché. Il est redevenu maintenant l'employé de celui à qui il a vendu le champ. C'est-à-dire il est devenu le métayer. Il est venu supplier pour que la il aura compris la leçon. Tchaboré, la une du Messager à présent avec cette histoire. Quand les révélations imaginaires du prophète Esaïe le conduisent au escric et devant le procureur. Ce sont des révélations imaginaires. Oui, c'est le Saint-Esprit. Attends, soyons sérieux. Le Saint-Esprit et la politique ne font pas bon ménage. Il faut qu'on soit clair. C'est ici, nous sommes dans un pays où un monseigneur de son état a dit que Dieu lui a parlé et qu'il fallait peut-être choisir un candidat sur lequel Dieu a eu à lui parler. Et nous avons vu ce qui s'est passé. Malheureusement, c'est le même candidat. Voilà, maintenant, apparemment, il est entouré d'hommes de Dieu. C'est ça. Je crois qu'il faut qu'on fasse... C'est l'homme de la prophétie. Oui, il faut qu'on fasse extrêmement attention pour ne pas tomber dans le piège. Aujourd'hui, le prophète Isaïe est en train de subir, je l'ai dit ainsi, parce que depuis 4 jours, il est au script. Et il est là-bas pour répondre de ce qu'il a eu à cautionner, de ce qu'il a eu à dire par rapport à la présidentielle. Tu sais, en prophétie, ce ne sont pas des faits. Ce qui s'est passé avec la présidentielle sont des faits. Et la Cour constitutionnelle, les institutions qui sont là dans le pays, se sont prononcées, ils ont dit ce qu'il y a. Mais par quelle alchimie, par quelle prophétie? Attendons que la prophétie, là, ça se transforme en fait et qu'on va voir. Vous voyez, nous avons vu et nous savons que celui-là qui s'est fait entourer de prophètes a su avant de le faire. Voilà, merci à vous, Tchaboré Bouraïma. Nous n'avons plus assez de temps, malheureusement. Chers téléspectateurs, ce sera donc tout pour ce numéro de l'actualité en débat. Je vous donne rendez-vous mardi prochain à partir de 10h pour un nouveau numéro. Au revoir.